Bon, on revient avec la thrombolyse. La thrombolyse, vous comprendrez que thrombus, caillot, lyse de fer, c'est un médicament qui défait les caillots. C'est du draineau à vaisseau sanguin, dans le fond. Alors, la plupart du temps, c'est des RTPases. Dans mon temps, il y avait streptokinase. Je ne sais pas s'ils l'utilisent encore. Euh, Là, j'essaie de penser à d'autres, mais je me souviens pas, là. Mais ça finit tout le temps en ase parce que c'est un enzyme qui va manger le caillot, dans le fond. C'est toujours donné par voie intraveineuse et il y a toujours un long questionnaire qui vient avec ça, comme je vous disais dans l'autre capsule, parce qu'on ne veut pas donner de la thrombolyse à un patient qui a un ulcère d'estomac, mettons. Tu donnes la thrombolyse à un patient qui a une ulcère d'estomac, ben, tu te ramasses avec un patient qui est en hémorragie digestive, puis là, tu le perds pas parce qu'il a fait un AVC, tu le perds parce qu'il saigne au bout de son sang de son estomac. Donc, il y a un long questionnaire à faire avec ça. C'est pas tout le monde qui peut recevoir le traitement de thrombolyse, bien que ça règle le problème de l'AVC, c'est sûr et certain. Mais si c'est pour te tuer autrement, on peut pas te le donner. Donc, c'est aussi des médicaments qu'on ne peut pas recevoir à répétition. Dans mon temps, en tout cas, la streptokinase, c'était 5 ans avant qu'on puisse recevoir un autre thrombolyse. Là, avec les nouveaux médicaments, c'est peut-être différent, là, mais dans le temps, c'était ça. Il faut que les manifestations cliniques de l'AVC soient quand même relativement jeunes. Il ne faut pas dire, ça a commencé, tu sais, je suis faible du côté gauche, tu sais, comme notre monsieur Gérard de tantôt. Il arrive, son visage est droop, il est faible d'un côté, puis là, il vous dit c'est comme ça depuis hier, ben là, on peut plus lui donner de thrombolyse, ça n'aura plus d'impact. Il faut vraiment que ça soit donné dans les 4 à 5 heures, gros max. Des fois, dans certains cas, ils vont aller jusqu'à 6 heures post-début des traitements, juste pour voir si possiblement ça pourrait aider. Mais en principe, là, 4-5 heures, là ici c'est marqué 4,5, là, mais 4 à 5 heures, c'est pas mal le maximum qu'on va débuter ce traitement-là. Puis un patient qui a reçu de la thrombolyse, c'est un patient qui va être évalué puis qui va être surveillé. Là. C'est le genre de patient qu'on va envoyer aux soins intensifs ou si on le garde à l'urgence, il va avoir une infirmière pour un patient parce qu'il y a des signes neuro à faire aux 5 minutes, des signes vitaux à faire aux 5 minutes, des ECG à faire régulièrement, toutes sortes d'évaluations pour être sûr qu'il ne saigne pas dans quelque part. Donc, c'est un patient qui nécessite beaucoup, beaucoup, beaucoup de soins. Dans les autres traitements curatifs de l'AVC, tu sais, si je vous disais, M. Gérard qui est arrivé à l'urgence avec son visage qui est tombant, puis qui est faible d'un côté, puis qui vous dit c'est comme ça depuis hier après-midi, ben peut-être qu'on ne pourra pas lui donner de thrombolyse, mais peut-être qu'on pourrait lui faire un Mercy. Là, Mercy, c'est la marque de ce traitement-là, c'est un peu comme Kleenex, c'est pour mouchoir, là. Mais ce que ça fait, c'est que c'est un appareil qui, en passant par les voies naturelles, donc on va ouvrir une artère, souvent au poignet. On va remonter dans l'artère où on pense où on sait que le caillot est parce qu'il a fait un scan, puis il a peut-être fait une angiographie même. Alors, on remonte jusqu'au caillot et on va déployer l'appareil qui va envelopper le caillot, puis il va le ressortir. Donc, on va aller retirer le caillot. Les chances sont que le dommage ou les séquelles vont rester, mais elles ne seront pas plus grandes, puis on n'aura pas eu besoin de lui donner de la RTPase ou de la streptokinase parce que ça faisait trop longtemps qu'il y avait ces manifestations cliniques. La même chose peut être faite pour un traitement hémorragique. Là. Vous vous souvenez, on a envoyé M. Gérard au scan quand il s'est présenté à l'urgence, mais si M. Gérard s'était présenté à l'urgence avec ces manifestations cliniques-là, mais on arrive au scan, puis en fin de compte, c'est pas un caillot, on voit bien qu'il y a une hémorragie, ça va être traité autrement. Si c'est une hémorragie sous-arachnoïde, je l'ai dit, on peut drainer l'hématome directement au travers du crâne. Si on voit à l'angiographie, parce que peut-être qu'on a envoyé M. Gérard à l'angiographie suite à son scan, on voit qu'il y a un anévrisme. Un anévrisme, c'est une partie d'une artère qui est faible et qui est sur le bord d'éclater. Puis on se dit, mais là, faudrait aller gérer ça le plus rapidement possible. Ben ça s'opère de l'intérieur, surtout si l'anévrisme est
intracérébrale. Vous comprendrez qu'on ne peut pas ouvrir la calotte crânienne, séparer le cerveau, puis aller réparer l'artère qui a un anévrisme dessus, puis recoller le cerveau après. Ça ne marche pas, ça. On a causé du dommage en faisant ça. On a causé du dommage au cerveau. Donc, on va passer de l'intérieur. Alors ici, il passe par la fémorale. De l'intérieur, on monte jusqu'au cerveau, jusqu'à l'anévrisme. Et là, on va bloquer cet anévrisme-là avec un petit, c'est du matériel qui est métallique et qui va empêcher, ce qu'on va faire, c'est qu'on va remplir la cavité complètement, puis ça va empêcher le sang d'aller dans cette cavité-là et de faire éclater l'anévrisme. Donc, le sang va continuer à circuler ici sans être capable de rentrer là-dedans. Et les chances que cet anévrisme-là éclate sont limitées, voire nulles. On pourrait faire la même chose avec une clip, un peu comme quand on fait le cordon ombilical, ça ressemble un peu à ça, mais clairement en plus petit, ou un bandage biologique directement sur l'anévrisme. Mais là, vous comprendrez que pour aller mettre ça, il faut que l'anévrisme soit accessible de l'extérieur. Quand l'anévrisme est accessible de l'extérieur, on ouvre la calotte crânienne, on est capable d'aller gérer l'anévrisme de l'extérieur. On peut faire ces traitements-là. Quand on n'est pas capable, on passe de l'intérieur, puis on va le gérer d'une autre façon. Alors, dans les évaluations neurologiques, dans les évaluations à faire avec un patient qu'on suspecte un AVC ou qui a fait un AVC ou qui a fait un ICT, c'est clair que les signes neuro puis l'échelle de Glasgow, c'est au top de vos priorités, là. Vous voulez évaluer ça sur une base régulière. Vous voulez savoir est-ce que les symptômes augmentent, diminuent. Puis là, on va faire l'échelle de Glasgow, la Perla, pour les pupilles, les forces musculaires dans les bras, dans les jambes, le kit au complet. Ensuite de ça, je vous ai laissé l'échelle NIHSS parce que probablement vous allez la voir dans les dossiers, le résultat sur l'échelle NIHSS. C'est une échelle d'évaluation qui va donner au médecin la gravité des séquelles de l'AVC. Donc, plus le chiffre sur l'échelle est grand, si je me souviens bien, plus les dommages sont grands et plus l'AVC est considéré grave. Donc, c'est pas une échelle que nous, comme infirmières, on utilise. C'est pas une échelle que je veux que vous appreniez par cœur. Je veux juste que vous sachiez, quand vous allez voir ça dans un dossier, ça veut dire quoi? Ben, ça veut dire que mon patient il a été évalué par un neurologue probablement et selon le résultat, les séquelles de son AVC sont pas graves, moyen graves, très graves. Alors, l'infirmière, c'est quoi sa job? Parce que, tu sais, on est ici pour étudier, pour devenir infirmière. Alors, quand on est en phase aiguë, M. Gérard arrive au triage, je veux m'assurer que mon patient et ses voies respiratoires sont ouvertes, il est capable de respirer, ça circule encore, il n'est pas en arrêt respiratoire, il n'est pas en arrêt cardiaque. Je veux évaluer les manifestations cliniques vite, vite, là, je vais y faire un vite. Si je suis capable, je vais faire les signes neuro complets, le Perlan, je vais lui demander de serrer mes mains. Puis pendant ce temps-là, là, j'ai déjà avisé ma partner, là, j'ai un patient avec des signes d'AVC dans mon triage, là, commence à préparer le scan pendant que je continue. Je veux m'assurer que, bon, ses fonctions respiratoires cardiaques sont pleines. Je veux m'assurer que il y a un accès veineux parce qu'on va lui donner probablement de la thrombolyse. Donc, si je suis capable, avant de l'envoyer au scan ou pendant qu'on s'en va au scan ou rendu au scan, je vais peut-être le suivre jusqu'au scan pour lui installer son intraveineuse parce que ça en prend une. Un coup que tout ça c'est fait, il est rendu au scan, il faut s'assurer qu'on a fait le questionnaire. Puis chaque établissement a son propre questionnaire, mais les questions sont souvent semblables. On veut évaluer son risque d'hémorragie digestive, on veut évaluer son risque d'hémorragie d'un site chirurgical. Donc, est-ce qu'il y a eu une chirurgie dernièrement? Est-ce qu'il a déjà souffert d'hémorragie? Est-ce qu'il y a déjà eu de la thrombolyse? C'est tous des trucs qu'on va leur demander, quelle sorte de médication ils prennent. Un coup qu'on a administré la thrombolyse selon la prescription du médecin, ça fonctionne au poids. Donc, ton patient pèse tant, il va recevoir tant de milligrammes de thrombolyse. Il va probablement avoir des antiplaquettaires à administrer. Si ton patient est en mesure d'avaler, on va lui administrer des antiplaquettaires parce que même si on donne la thrombolyse, on veut que le caillot
ne continue pas à se grossir, là. Fait que probablement que ton patient va recevoir de l'antiplaquettaire. Puis après ça, ben, il va falloir le surveiller. Je disais tantôt, un patient qui a reçu de la thrombolyse, c'est un patient c'est one-on-one, là, une infirmière, un patient. Il y a des signes vitaux, des signes neuro, des ECG à faire sur une base régulière. On va surveiller, est-ce que notre patient est en train de devenir dysphagique? Est-ce que les manifestations cliniques de l'AVC disparaissent ou empirent? On va s'assurer que c'est un patient qui a une bonne diurèse, donc on va lui installer une sonde pour être bien sûr qu'on est en mesure de mesurer la diurèse parce que le patient ne se lèvera pas là, pour un petit bout. Pour savoir si on est à risque de dysphagie, on le fait en laboratoire. Alors, un patient qui a un Glasgow qui est inférieur à 13, on considère que c'est un patient qui est à risque de dysphagie. Rien que ça, c'est assez. Asymétrie faciale, asymétrie de la langue, donc est-ce qu'il est capable de sortir la langue, la bouger d'un côté à l'autre quand je lui demande. L'asymétrie faciale, je l'ai dit tantôt, on leur demande de sourire, on leur demande de gonfler les joues, c'est supposé gonfler ou sourire égal tous les deux. L'asymétrie ou la faiblesse du palais mou, on leur demande d'ouvrir la bouche. Ah, puis là, on va voir et la luette et le palais mou monter, puis en principe, il devrait monter de façon symétrique, pas être dévié. S'il est dévié, c'est un patient qui est à risque de faire de la dysphagie. Puis la dernière petite chose, tout ça, c'est négatif. La dernière petite chose, on va demander à notre patient de boire une petite gorgée d'eau. On appelle ça le test de la gorgée, tu sais, on ne sait pas forcer pour le nom. Le test de la gorgée. Puis s'il ne s'étouffe pas, ben, les chances qu'il souffre de dysphagie sont limitées, là. Ensuite de ça, dès les premières heures, les premiers jours d'un AVC, on va commencer de la réadaptation. Quand moi, j'étais une jeune infirmière, là, ces patients-là restaient au lit pendant des semaines, on les levait pas au fauteuil, on faisait tout pour eux autres et on s'est vite rendu compte qu'on les aidait pas du tout parce que la fenêtre thérapeutique pour reprendre ce qu'on a perdu, pour éliminer les séquelles, disons, c'est 6 à 8 semaines. Donc, pendant les 6 à 8 premières semaines, celles qui suivent l'AVC, c'est là que le gros de la réadaptation va se faire. Je dis pas qu'après 6 semaines, ils vont pas continuer à s'améliorer. Je dis juste que les 6-8 premières semaines, c'est les plus importantes parce que c'est là qu'on fait le plus d'augmentation de réadaptation. Donc, on va s'assurer qu'on surveille la peau, on va s'assurer que ces patients-là, leurs articulations bougent, qu'ils se lèvent, qu'on utilise leurs muscles. On va essayer de ne pas tirer le bras du côté qu'on est faible, s'il y a une faiblesse au niveau du corps. Ne jamais tirer sur le bras, ne parler en laboratoire, ça peut causer la dislocation de l'épaule et ça peut être hyper souffrant. On va leur demander de faire tout ce qu'ils sont en mesure de faire eux-mêmes. On ne fait pas pour eux. Même si c'est plus long, même si c'est ardu, ils sont capables de s'habiller, on les laisse s'habiller. Ils sont capables de se laver, on les laisse se laver. On essaye de rétablir la continence le plus rapidement possible. On va les stimuler au niveau cognitif. On va on va leur parler beaucoup, on va leur lire des trucs, on va leur faire regarder la télévision. Il faut vraiment les stimuler, là, puis les faire évoluer dans leur réadaptation. Faire verbaliser aussi, c'est bien important, surtout je dis pas, je devrais pas dire surtout chez les hommes, mais l'homme qui est le pourvoyeur de la famille, qui tout d'un coup se retrouve suite à un AVC complètement démuni, puis dépendant des autres, c'est très difficile à vivre, ça. Alors, pour l'enseignement que l'infirmière va faire, parce que j'essaie de me dépêcher, parce que je sais que j'arrive à la fin, l'enseignement que l'infirmière va faire, là, tout ça, là, c'est hyper normal, mais dans le fond, c'est gérer les facteurs de risque modifiables. Donc, l'alimentation, l'alcool, le tabac, la tension artérielle, le diabète, faire de l'exercice, tout ça, c'est des enseignements qu'on va faire à nos patients. Les signes avant-coureurs de l'AVC, on va leur apprendre à faire le vide, puis à gérer le vide. Quand on a des manifestations cliniques qui rentrent dans le vide, le visage, incapacité de lever les bras, trouble d'élocution, même s'il y en a juste un des trois, on vient à l'hôpital. C'est super important. Puis là, je vous ai mis un lien pour une vidéo super intéressant. C'est Josée Boudreau, vous la connaissez peut-être, là, qui, elle, a fait un AVC, 2 AVC il y a quelques années. Puis c'est un peu son histoire. Fait que je peux pas aller dessus, mais
je vous suggère fortement d'aller le voir. Alors, je vous remercie beaucoup, puis je vous souhaite bonne chance. Bye!